Bien, le deuxième point concerne le débat d'orientation budgétaire pour lequel on a préparé un petit PowerPoint. Alors, le débat d'orientation budgétaire a fait l'objet, il y a 10 jours, d'une commission finance destinée à le regarder au plus près et à poser les questions qui pouvaient s'avérer nécessaires, ce qui va nous permettre de venir directement à l'ensemble des points présentés. Ça fait partie, vous le savez, de la démarche annuelle de préparation du budget. C'est une présentation d'orientation, j'insiste bien sur le mot orientation, c'est-à-dire que ce que nous allons vous dire à propos de chiffres et à propos d'orientation ne sont que des propositions et des perspectives. Même les résultats qu'on va vous présenter, qui sont les plus précis possibles, ne sont pas les résultats qu'on vous proposera d'adopter. Ce qu'on vous proposera d'adopter le seront au moment de la présentation du compte administratif, qui sera aussi le moment de vote du budget. Alors, je comprends mes tableaux. Allons-y. Ça, je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou pas. Moi, je préfère vous donner d'abord quelques éléments sur les résultats 2017, que vous sachiez où nous en sommes. Parce que le débat d'orientation, c'est surtout les orientations de 2018. Et vous dire où nous en sommes, je vous l'ai déjà dit de façon extrêmement succincte mais précise, au moment des vœux, puisque j'ai dit très clairement que notre situation 2017 avait été parfaitement saine. C'est bien celui-là. Avait été parfaitement saine et que notre exercice se terminerait par un autofinancement disponible que nous pourrions utiliser. Vous préférez celui-là. Un autofinancement disponible que nous pourrions utiliser par transfert, soit vers le compte de fonctionnement, soit vers le compte d'investissement pour 2018. Alors, sur ces résultats, évidemment, là, ils sont, c'est budget, hein, c'est-à-dire, pardon, résultat budget. En matière de recettes, les recettes 2017 sont arrêtées à 6 063 532 euros et 86 centimes, à comparer à un chiffre prévisionnel de 6 291 689 euros et 92 centimes. On parle des grandes masses. Au niveau des dépenses, le réalisé 2017 se termine à 5 655 633 euros et 48 centimes, comparé évidemment au même chiffre budgétaire que celui des recettes, 6 291 689 euros et 92 centimes. Ce qui veut dire, quand on rapproche les chiffres de 6 063 000 de recettes et 5 655 de dépenses, que nous dégageons en 2017 un résultat de 407 869 euros et 48 centimes. Comme nous avions dégagé en 2016 un résultat de 430 000 euros que nous n'avons pas eu besoin d'inscrire dans le budget de fonctionnement 2017, nous arrivons à un résultat cumulé de 837 869 euros et 48 centimes, ce qui nous permettra de vous proposer, au moment de l'examen du compte administratif, une ventilation de cette somme en deux parties, en gros presque deux moitiés, l'une qui sera orientée vers le compte d'investissement et l'autre qui sera orientée vers le compte de fonctionnement. Pardon. Voilà ce qu'il en est au niveau des grandes masses. Est-ce que déjà au niveau des masses, vous avez des questions ? Bon. Peut-être vous donner une information additionnelle. Oui, c'est ça.
restait du grand bureau. Alors, on n'a pas mis ça là-dessus. Je vais trouver le chiffre que je voulais vous indiquer. Le chiffre que je voulais vous indiquer, je vous ai donné le comparatif résultat-budget en 2017. Je voulais vous donner des éléments résultat 2017, résultat 2016, pour situer l'évolution de notre fonctionnement d'une année à l'autre. Je vous ai dit que le résultat 2017 était de 6 063 000 en recettes, et il était en 2016 de 5 789 000. Et quant au budget des dépenses, de fonctionnement toujours, il est en 2017 de 5 655 000 pour 5 417 000 en 2016. Ceci pour vous permettre de percevoir les évolutions d'une année à l'autre, sachant qu'en commission, nous avons eu l'occasion de présenter les chiffres détaillés, non seulement par chapitre, mais même par ligne de compte. Alors, les grands éléments, si je peux les lire quand même, je vais lire là-dessus, les grands éléments des... voilà, d'évolution. Alors, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous avons eu une augmentation importante des remboursements arrêt maladie, ce qui n'est pas véritablement un élément particulièrement bénéfique ou maléfique, simplement parce que nous avons eu un arrêt important d'une année et un congé maternité, et que ces personnes étant rémunérées pendant ces périodes, nous recevons des assurances, un remboursement de ces frais. Remboursement qui n'est pas total, je m'empresse de le préciser. Nous avons aussi eu des recettes en augmentation au niveau du chapitre 70 qui nous proviennent d'EDF, enfin de RDF pardon, et d'Orange. Ceci correspond aux travaux accomplis au chemin des Vignes lors de la réalisation de la chaussée et aux travaux d'enfouissement aussi bien de RDF que d'Orange. L'augmentation de 5% du chapitre 73, 73 ce sont les impôts, proviennent de l'intégration de la redevance siège. Vous vous souvenez de la redevance siège, on en a assez parlé l'année dernière. Donc cette année, évidemment, elle a été perçue et elle apparaît dans nos recettes. Il faut savoir qu'elle apparaît aussi dans nos dépenses, puisque au titre du FCCT, nous la reversons à GPSEA, qui lui-même la reverse au siège. C'est une redevance qui doit durer jusqu'en 2024, du moins qui est majorée jusqu'en 2024. La redevance basique, elle, étant permanente et continuant au-delà. Et puis, au chapitre des compensations diverses, là, une relative surprise, la DGF a diminué, ça c'est pas une surprise, elle a diminué plus que prévu, c'est pas vraiment une surprise non plus, mais par contre d'autres postes du même chapitre ont augmenté parce que d'autres taxes ont fait l'objet de quelques compensations, ce qui nous a amélioré un peu le résultat global sans pour autant le rendre particulièrement extraordinaire. En ce qui concerne la page suivante, c'est-à-dire celle des dépenses, nous avons mentionné en particulier une augmentation des charges à caractère général, qui est essentiellement liée à un versement au CIP de 21 000 euros. Ce versement au CIP de 21 000 euros est dû au fait que GRDF, en 2016, n'a pas facturé le CIP de la totalité du gaz consommé, mais par contre l'a fait en 2017. Il nous a donc fallu régulariser le CIP de son côté, et nous, vis-à-vis du CIP, régulariser la part de chacun dans ces charges décalées. Vous savez qu'on paye ceci tout simplement parce que les chaudières qui chauffent la mairie, ses salles et le CIP sont les mêmes implantées au CIP et qu'un partage se fait entre les deux établissements.
Les charges de personnel, en particulier pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu des remplacements, ont augmenté de 3 à 20%, mais les charges de personnel, tous les ans aussi, font l'objet de révision par les évaluations de niveau de chacun des fonctionnaires. Et les 21% du chapitre 65, c'est le fameux FCCT dont je vous parlais il y a 2 minutes, qui correspond au reversement de la redevance SIAGE vers GPCE. Voilà les éléments essentiels des évolutions de notre compte de fonctionnement qui, je le répète parce que ça fait plaisir, est en équilibre positif, sensiblement positif cette année. En ce qui concerne l'investissement maintenant, alors l'investissement c'est un budget qui ressemble pas forcément au fonctionnement, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, l'évolution du compte d'investissement par rapport à l'année précédente n'affiche pas une régularité particulière. Il affiche en général une masse générale que nous essayons de contenir à un certain niveau. Le niveau, tout compris, vous pouvez le constater ici, est entre 1 et 2 millions annuels, mais il dépend beaucoup, bien entendu, des investissements décidés. Alors, pour l'année 2017, les recettes d'investissement qui étaient budgétées à 2 201 778 se sont élevées à 2 53 985. Quelles sont les évolutions? On les voit à peu près se manifester là. On n'a pas fait de virement de la section de fonctionnement vers l'investissement, ce qui explique l'écart entre les recettes de chacune des 2 années. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, elles se terminent en culminant à 1 934 352. Évidemment, le prévisionnel était déjà de 2 201 000. Ce qui signifie que le résultat 2017 est largement positif puisqu'il donne un excédent de 119 632 € et 96 centimes. Sachant que nous avions dégagé un excédent aussi en 2016 de 16 789 € et 94 centimes, nous avons un résultat cumulé 2017 de 136 422 € 10 centimes. Mais cet excédent-là, nous n'aurons pas le choix de le répartir entre le compte de fonctionnement et celui d'investissement, puisque obligatoirement, il s'impute intégralement au compte d'investissement en recettes reportées pour 2018. Donc vous voyez là, l'objet de nos satisfactions, c'est d'avoir pu dégager un excédent sur chacun de nos 2 budgets. Alors, ça mérite quand même quelques explications additionnelles sur les écarts. En ce qui concerne les augmentations par rapport au réalisé 2016, alors il faudrait peut-être que je vous dise quel était le réalisé 2016, le temps de le trouver. Voilà, le réalisé 2016 était de 1 681 540,64. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement 350 000 € de supplément. Et ce supplément provient pour une part du chapitre 10, le FCTVA lié aux investissements de N-1, et puis une augmentation de subvention d'investissement, dont en particulier 200 000 € proviennent du fonds d'investissement métropolitain qui est utilisé au bénéfice de la rénovation de la salle Montanglot. En ce qui concerne les dépenses, je ne vais pas vous en dire grand-chose, si ce n'est qu'elles ont augmenté de 7% par rapport à 2016. Je vais me satisfaire de vous lire les postes principaux d'investissement qui ont été réalisés en 2017. Alors, des postes d'investissement sur des terrains et du bâtiment. Les terrains, ce sont des parcelles du chemin des vignes. Les bâtiments, ce sont les maisons de la zone de la poste, de la forme, excusez-moi,
la Poste me traumatise un peu, ce qui a représenté en gros un peu moins de 200 000 euros, de 500 000 euros, pardon, d'investissement. Également, nous avons au niveau de la jeunesse dépensé des sommes importantes à travers l'ADAP de l'école élémentaire, où le poste coûteux a été l'ascenseur, à travers l'équipement de classe numérique mobile pour 22 000 euros. Au niveau de l'école maternelle, c'est plus modeste, on a rénové les toilettes. Et puis dans chacune des deux écoles, on a fait quelques peintures, quelques remises en état de jeu. Si on veut rester dans les éléments importants, nous avons réalisé pour le service jeunesse l'araignée du conseil municipal des jeunes pour une somme de 24 200 euros. Et, poste important, alors là on n'est plus dans la jeunesse, on est dans les bâtiments. Poste important, la première tranche de la rénovation thermique de Montanglo qui représente environ 400 000 euros dépensés en 2017. On ajoutera à ça des mises aux normes électriques, le remplacement d'un camion et quelques petites reprises, et surtout aussi les parkings réalisés pour l'installation du cabinet médical, ainsi que la subvention accordée aux médecins. Tout ceci n'explique pas le 1 747 000 dont on a parlé, puisque à ce que je viens de vous citer, s'ajoute ce qu'on appelle les investissements récurrents, c'est-à-dire les budgets d'entretien, en particulier de la voirie et des bâtiments, mais aussi des bornes à incendie, par exemple, ou des espaces verts qui reviennent tous les ans à peu près pour les mêmes montants. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur ces aspects du budget 2017 et de ses résultats. Comme je le disais tout à l'heure, tout ceci a été présenté en réunion de la commission finances, mais toutefois, si vous souhaitez avoir une question additionnelle, c'est le moment. Monsieur le maire, oui, j'avais une question. Alors c'est une question qui a trait aux recettes de fonctionnement. Le compte dotation et participation 74 et notamment le compte 74 835, compensation des exonérations de taxes d'habitation. Oui, attends, je n'ai pas retrouvé le tableau encore, mais on va y arriver. Alors, les recettes de fonctionnement. Recettes de fonctionnement, c'est vous les avez là, d'accord. Dotation et participation. Oui. Et donc au titre de l'article 74 835. D'accord. En fait, il avait été prévu dans le budget prévisionnel 2017 une recette relative à la compensation de l'État sur l'exonération des taxes d'habitation de 15 000 euros. Et en réalité, si je comprends bien, il a été perçu 37 015 euros. C'est exact. Ce qui est à la fois une bonne nouvelle, mais qui est aussi un indicateur qui aurait tendance à démontrer qu'il y a de plus en plus de Centenois qui sont exonérés de taxes d'habitation. Tout à fait. Alors, et il va y en avoir encore plus l'année prochaine. Eh bien, écoutez, oui, c'est effectivement alors, le sens de ma question qui était de vous demander comment vous allez faire le budget prévisionnel 2018 sur ce poste en prenant en compte effectivement les différents bénéficiaires potentiels de cette exonération de taxes d'habitation, ce qui peut avoir par ailleurs un impact sur d'autres budgets, je pense notamment au budget du CCAS. Je retiens la question, je la mets entre parenthèses, on va revenir dessus dans le doc puisque c'est un des points essentiels. Là, je reste sur les résultats. Autre question à propos des résultats? Oui, simplement sur la présentation, page 6. C'est vrai qu'on parle d'augmentation. Page 6. Page 6, ouais, sur le document transmis, les résultats. Donc, parce que le tableau, alors le tableau, ça, je pense que l'intitulé n'est pas présent, ça doit être section de fonctionnement, oui. je suppose. Oui, oui. Parce qu'après, vous avez mis section d'investissement.
on compare le budget, le modificatif, le réalisé, et après on parle d'augmentation. Donc je suppose que, comme c'est pas précisé, je suppose que c'est augmentation 2016. Quand on parle... Parce qu'on présente un tableau par rapport à un budget modificatif et un réalisé, Oui. ensuite un budget sur 2018, et après on parle d'augmentation. Notamment le chapitre 12, une augmentation de 3,2. Je n'ai pas encore trouvé la page. Pardon. C'est les documents qui nous est remis, 6 et 7. Oui, alors là j'y suis. Donc le page 6 suppose que le titre du tableau, c'est donc section de fonctionnement. Non, d'investissement. Alors l'autre, oui, section de fonctionnement. Sur le titre. Oui. Et après, donc, dans le résultat 2017, puisque comme on allait comparer entre le budget, je suppose que c'est les augmentations Oui, de oui, 2016. c'est pour ça que tout à l'heure, au niveau du global, je vous ai lu les réalisés 2016. Oui. Pour que effectivement on puisse revenir à une comparaison qui a en fait plus de sens, la comparaison réalisé. Oui. Donc quand on parle d'augmentation, c'est par rapport au réalisé, c'est pas par rapport au budget. Au réalisé 2016. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc pour la lisibilité, est-ce que, je ne sais pas si ça se fait, ça se peut de mettre une colonne 2016 comme ça, Oui, alors... le 16, puis ça permet d'avoir tout... mais ça a été expliqué en commission finance, hein, ça pour l'information. Oui, mais sur le compte rendu, il n'y a pas le... Sur le compte rendu commission finance, il n'y a pas le... J'ai pas le 2016. Non, mais les Bon. documents de la commission ont été Cela dit, avec c'est une 2016. observation. Non, mais c'est pour nous tous. Hein. C'était vu en commission, il n'y avait pas les chiffres 2016, mais c'est aussi pour une lisibilité. Pour tout Non, le non, monde, si, hein. c'est ce que je dis. En commission, il y avait les chiffres 2016. Oui. C'est ça. D'accord. Et, Ah oui. oui, en commission, il y avait les chiffres 2016. Mais cela dit, c'est une remarque que je faisais moi-même ce soir en demandant les chiffres 2016 Ah oui. à Florence pour pouvoir répondre à une question. Dans le compte-rendu, on vous mettra les chiffres 2016. Voilà, comme ça, c'est sur les grandes lignes, comme ça permet d'avoir tout. Alors, vous les reverrez, parce que quand on fera le budget 2018, c'est-à-dire quand on passera au tableau de chiffres 2018 pour le budget, là, il y aura évidemment les résultats 2017, mais il y aura aussi les résultats 2016 et le budget 2017. D'autres questions sur les résultats? Qui c'est qui a dit oui? Non. Donc on va pouvoir passer à la question, aux questions qui se posent sur les orientations 2018, en particulier pour répondre aux remarques qui ont été formulées. Ce qu'il faut noter, c'est quels sont les éléments de la loi de finances qui influeront sur notre manière de gérer. À l'extrême, je vais vous dire, en 2018, finalement, il ne se passera pas grand-chose. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas que l'affaire de la taxe d'habitation me rassure beaucoup, mais les éléments que nous avons sur la loi de finances et sur l'orientation 2018-2020 nous disent au moins deux choses. La première, c'est que la DGF a été figée à son niveau de 2017, donc on n'a pas à craindre pour 2018 une réduction de celle-ci, ce qui nous permet, en ce qui concerne les dotations d'État, de tabler sur les mêmes éléments. Et puis, par ailleurs, vous savez qu'il y a des directives concernant la tenue des dépenses de fonctionnement, directives qui cadrent, ou plutôt qui encadrent l'évolution des dépenses de fonctionnement moyennes d'une année sur l'autre, et qui les encadrent de façon très directive pour les collectivités les plus importantes du territoire. Il y en a 319, je pense 320, quelque chose comme ça, pour lesquelles on a décidé, enfin l'État a décidé qu'elles ne devraient pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%. Ça, c'est dans le cadre de la poursuite des dispositions d'économie qu'a prévu l'État. Sans que ces dispositions ne nous soient imposées, elles nous sont toutefois recommandées. Et par conséquent, on ne pourra pas totalement les négliger dans ce qui apparaîtra. Et puis le troisième point, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors celle-là, on la connaît tous depuis longtemps, depuis la campagne électorale des législatives en particulier.
où elle a sans doute eu un effet très motivant pour un certain nombre de gens. Par contre, à cette époque-là, on ne savait pas grand-chose, indépendamment du fait qu'un certain nombre de contribuables seraient dispensés en 3 ans de payer leur taxe d'habitation sous conditions de revenus. Depuis, les choses se sont précisées, en particulier les seuils de revenus concernés ont été affichés, ce qui incline, alors on a vu différents chiffres, je ne sais pas très honnêtement quel est le chiffre moyen à retenir sérieux, mais on pourrait penser que plus de la moitié de la population soumise à la taxe d'habitation en sera dispensée. Toujours est-il qu'à Sampigny, ça devrait être entre 70 et 85%. Ce qui n'est pas négligeable quand même, même si on n'est pas une commune pauvre, entre guillemets. Donc la suppression de la taxe d'habitation, ça c'est les premières choses qu'on a pu savoir, qui m'avait conduit à faire quelques calculs sur les pertes que ça entraînerait sur les 3 ans. Et c'était pas négligeable du tout. Mais finalement, on peut s'estimer rassuré, au moins très partiellement, par le fait que ce dégrèvement se fera précisément sous la forme d'un dégrèvement. Qu'est-ce que c'est qu'un dégrèvement? C'est-à-dire qu'on calcule pour chaque contribuable sa taxe d'habitation, tenant compte de la valeur locative de ses biens et du taux communal appliqué. Ça donne une certaine somme, et le dégrèvement d'un tiers signifie que le contribuable ne paye en 2018 que les 2 tiers de cette somme, et que l'État paye à l'euro le tiers manquant. Tant que c'est du dégrèvement et que ça fonctionne, c'est très bien. Mais bien sûr, on se pose tous la question, c'est même la première qu'on s'est posée. On s'est dit, mais l'année suivante, d'une part, les valeurs locatives vont augmenter, elles augmentent toujours d'une année à l'autre. Est-ce que l'État va accompagner cette augmentation? Dans le dégrèvement, oui, mais dans la compensation, rien ne le dit précisément, si ce n'est qu'un dégrèvement, c'est toujours pris en charge par l'État, donc si la formule légale est toujours la même, ça devrait être pris en charge. Et puis un peu plus vicieusement, si on décide d'augmenter le taux de la taxe d'habitation, ça dépend de nous. Évidemment, ceux qui continuent à payer payeront l'augmentation. Mais ceux qui ne payent plus, que se passera-t-il? Est-ce que l'État paiera l'augmentation? Et là-dessus, nous n'avons pas de réponse véritable. Les éléments de réponse qu'on aime, et considérez-les comme non fiables à 100%, mais qui m'ont été apportés de plusieurs sources, c'est de dire, mais il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'augmenter votre taxe d'habitation, vous ferez payer aux habitants dégrévés le delta. C'est-à-dire, en fait, on réinstaure une taxe d'habitation complémentaire. Alors, je dis bien, n'accordez à mes paroles que la foi d'une deuxième ou d'une troisième main, puisque c'est des choses que j'ai entendues, mais qui pour le moment ne sont pas figées. Et évidemment, quand on cherche à avoir une communication de notre député, il est aux abonnés absents. Voilà donc ce qu'on peut vous dire sur les perspectives de 2018, et pour répondre précisément à Joël, 2018, compte tenu de ces éléments-là, ne nous inquiète pas vraisemblablement, et ça devrait fonctionner à peu près de la même façon en 2019-2020, mais on peut trouver des petits écarts selon la façon dont seront compensées les évolutions de taxes d'habitation. Tout à fait, oui. Le gel, en fait, de la base est quelque chose qui peut tout à fait s'envisager par un État qui a besoin, effectivement, de limiter, en fait, donc sa compensation. Et on peut imaginer à terme que la compensation ne sera pas à 100%, mais progressivement... C'est ce qu'on a tous cru quand l'annonce a été faite. Hein. On n'a jamais connu une compensation qui dure à 100% pendant longtemps. Par contre, quand on veut regarder l'avenir, il faut quand même retenir. C'est une particularité de notre gouvernement. Il annonce les choses par parcelles. Il a annoncé une réforme des impôts locaux pour 2020 et au-delà. On n'en connaît rien de cette réforme des impôts locaux. Mais que sera-t-elle? Et il faut s'attendre à des changements importants liés probablement à cette réforme. Sachant qu'il y avait déjà une réforme en cours
mais qui n'avait pas été démarré formellement, si ce n'est pour les locaux commerciaux, c'est la réforme de la valeur locative. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ça fait 40 ans, mais ça a été révisé en 70 et ça n'a pas marché. Donc ça a été recommencé il y a pas 10 ans, il y a 7-8 ans. Et là, en tant que, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous, en tant que maire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de... Les seules choses qu'on peut faire, c'est d'être à l'écoute et au basque de nos parlementaires, puisque c'est là que se passent les choses. Alors, c'est là aussi où c'est pas facile, parce que si nous sommes liés à nos parlementaires sénateurs, avec lesquels on a gardé des contacts, il est clair que notre parlementaire député est plutôt insaisissable. Donc, cela dit, j'oubliais de préciser, même si ça n'a pas de lien direct, ça a quand même un lien direct, il y a un autre point qui peut évidemment remettre en cause d'une façon ou d'une autre notre budget 2018 et les suivants, c'est le futur de l'organisation territoriale, pour lequel on devrait apprendre des choses d'ici peu. Parce que ça veut dire que le futur de l'organisation territoriale, indépendamment de savoir si on perd les départements, si la métropole change de dimension, c'est que dans cette future organisation, très vraisemblablement, les territoires vont devenir des EPCI. Un EPCI, ça prélève l'impôt. Donc, comment tout ceci va se répartir, on n'en a aucune idée précise aujourd'hui. Donc, nous construirons, nous, le budget, comme nous avons construit celui de 2017, en considérant que la DGF est figée et que la taxe d'habitation est prise en charge à titre de compensation. Hein? Oui, le dégrèvement. Oui, pas d'autres questions? Non, s'il n'y en a pas, je vais vous proposer de prendre acte, puisque c'est ça, hein, en l'occurrence, que nous avons tenu un débat d'orientation. Vous voulez que j'ajoute des choses? Ah oui, je n'ai pas parlé du budget d'investissement, vous avez raison. Alors, le budget d'investissement. C'est bizarre, d'ailleurs, personne ne m'en a fait la remarque. Je ne l'ai pas dit, mais nous ne ferons pas évoluer les taux d'imposition locaux en 2018. Mais apparemment, ça n'avait l'air d'alarmer personne. Tant mieux. On l'a bien lu. Ben non, tu ne l'as pas vu en 2018. Ah oui, vous l'avez lu. Oui. Et puis vous dire un mot des investissements de 2018, le temps que je trouve le bon papier. Oui, ça c'est les... Oui, on va regarder les principaux et on répondra éventuellement à vos questions additionnelles. Donc les investissements principaux figurent là, c'est l'acquisition de 3 véhicules électriques et puis de bornes électriques. C'est la fin de la rénovation thermique de l'espace Montanglo. C'est la première phase des travaux de la rue du Réveillon. La première phase, ce sera le revêtement en grave bitume de la partie très ancienne intra-village. Le ravalement de l'espace Montanglo, parce que quand on le voit aujourd'hui, on se dit qu'il va peut-être être très bon thermiquement, mais il va plus être très beau après. Donc on va avoir quand même quelques petites choses à faire pour en faire un bâtiment agréable à regarder et à vivre. On va terminer la dépose minute au niveau du groupe scolaire. On va rénover les toilettes de l'école élémentaire. Maternelle. Ah oui, on a changé tout à l'heure. Maternelle, c'est vrai. Et la troisième tranche des travaux accessibilité. Pourquoi au presbytère? Puisque le presbytère, désormais, est pris en charge par GPSE. Et le dernier point important, qui est l'acquisition de la poste. Alors, cette acquisition de la poste, elle est toujours en négociation. On a repris les négociations entamées il y a 1 an. Elle devrait se terminer dans un délai plus que raisonnable, mais derrière l'acquisition, pour laquelle il sera nécessaire de recourir à l'emprunt. Derrière cette acquisition, on aura des travaux
d'usage importants à faire, selon précisément la destination qui en sera faite, sachant que dans un premier temps, cette destination pourrait être une destination temporaire, comme par exemple celle d'y reconstituer une agence postale. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre à propos de la Poste? Pour le moment, je ne vais pas vous en dire plus. Je regarde si dans les grands chiffres, il y a des choses importantes à signaler. C'est que vous savez que nous avons cette année déposé un projet de contrat régional qui s'intéresse tout particulièrement à la rénovation de l'église et puis à la réalisation d'une salle associative. On attend toujours, bien entendu, le résultat de cette demande au Conseil régional. Dès que nous l'aurons, peut-être avant l'établissement du budget, on peut être amené à reprendre, bien entendu, notre programme d'investissement, puisque dès l'instant où le contrat régional aura accepté nos projets, il nous faut bien sûr les mettre en œuvre dans un certain délai de temps. Alors on ne fera pas tout en 2018, c'est évident, mais on rajoutera quelques éléments sur cette année, ne serait-ce que tous les éléments d'études et de maîtrise d'œuvre. Bon, pour quand même peut-être répondre d'avance à certains éléments dans le programme, il y a des investissements que nous ne ferons pas nous-mêmes, mais qui comptent quand même. C'est le raccordement de l'avenue du Général Leclerc à la Nationale 19, qui est pris en compte par GPSEA. Et c'est comment vais-je appeler ça? Je veux dire l'amélioration de la circulation dans la rue du Réveillon, entre la rue de la Fontaine et le feu rouge, en retouchant le rétrécissement et le rond-point. Et puis c'est aussi, mais je ne pense pas que ce soit en 2018, ce sera plutôt en 2019, les travaux sur la route de Lésigny, mais c'est ultérieur. Voilà, vous ayant dit ça, j'en ai peut-être même trop dit d'ailleurs. Avez-vous des questions? Alors, oui, monsieur le maire, on a reçu un document qui est assez exhaustif et détaillé. Le document que nous avons reçu, qui fait 10-12 pages, et là, du coup, vous êtes passé sur des slides, et on n'a pas suivi le document. Donc là, on a terminé ou c'est... Oui. Oui, d'accord. Le document reprend chacun des grands chapitres d'une manière plus détaillée. Et ce document sera repris dans le compte-rendu? Lequel? Le détaillé? Non, le document principal, oui, ce sera... Vous reprendrez oui. le détail pour mémoire, pour l'avoir... Non, on ne prendra pas les grands tableaux qui ont été examinés en commission, mais on prendra les tableaux de synthèse. La notice. La notice, oui. Sera reprise en compte rendu. Parfait. Alors, il y avait des points, j'ai un ou deux points, si vous pouvez me permettre. Page 8, on parle... De quoi? De la notice explicative? Oui, parce que du coup, on n'en a pas... Il y a quand même des enjeux à préciser, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la préservation de la capacité d'autofinancement et priorité donnée à l'investissement. Justement, quand on parle de capacité d'autofinancement, je n'ai pas vu de chiffres là-dessus. Non, puisqu'on n'a pas établi le projet de budget de 2018. D'accord, mais au moins des grandes lignes, parce qu'autant on passe les investissements, on passe le fonctionnement. Les grandes lignes, vous pouvez considérer et vous reposer sur ce que j'ai dit tout à l'heure en disant qu'on va établir un budget sur des bases, je ne vais pas dire identiques, mais très comparables à celles de 2017. Monsieur le maire, oui. En fait, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, sur les dépenses 2018... De fonctionnement, tout ça. De fonctionnement, oui. Vous dites, en fait, ce sera l'identique du budget de fonctionnement 2017, 6 300 000 euros, approximativement. Cependant, vous nous avez dit préalablement que ce qui était important, c'était de regarder le réalisé et de le mettre en perspective. Donc, en 2016, nous avons 5 417 000 euros de réalisés. En 2017, 5 655 000, et vous calculez comme moi, ça fait effectivement une augmentation de 4,3%. Alors dans ces conditions, pourquoi faire un budget prévisionnel qui ne tienne pas compte du réalisé
puisqu'en fait le réalisé, c'est effectivement la photographie des dépenses 2017, et que dans le même temps, il y a une volonté de l'État de maîtriser la dépense publique, et notamment les dépenses de fonctionnement des collectivités, en disant qu'il faudra qu'il y ait une trajectoire de dépenses qui soit encadrée dans une augmentation d'1,2%. Et parce que si nous faisons le rapport entre le prévisionnel de dépenses 2018, 6,3 millions, et le réalisé, on s'aperçoit que vous envisageriez en fait une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 11%. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant dans l'air du temps. Alors effectivement, quand on construit un budget, on le construit avec une marge de sécurité. D'autant plus qu'un budget de fonctionnement, on ne jongle pas avec on peut toujours faire des modificatifs, bien entendu, mais on ne jongle pas avec comme avec un budget d'investissement où on peut toujours emprunter de l'argent si on est un peu court. Par conséquent, quand on construit le budget de fonctionnement, on s'efforce, je dis bien on s'efforce sur chacun des postes, ça se construit ligne à ligne, de comprendre le détail de ce qui est intervenu et qui n'interviendra pas. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du gaz, où cette année on a payé 20 000 € de gaz supplémentaire. Il est évident que ces 20 000 € de gaz supplémentaires, qui n'étaient pas dans le budget, et bien qui se trouvent dans le réalisé, on sait qu'on ne les aura pas en 2018. Mais on sait que le gaz va augmenter quand même en 2018, et de plus de 1,2%. Donc, on va construire un budget qui tient compte des consommations de gaz, des économies éventuelles, mais là, en l'occurrence, ce ne sera pas des économies. Du gaz, on en consommera davantage, puisque Montanglot sera chauffé au gaz désormais. Donc, on essaye de construire le budget de la façon la plus analytique possible sur chacun des postes. Pardon. C'est un budget qui ne peut absolument pas être déficitaire en fonctionnement. On n'a absolument pas le droit, donc on est obligé de quand même prévoir cette marge de manœuvre. Au cas où. Alors, c'est les 12%, 12% de marge de manœuvre par rapport à une augmentation régulière de 4,5%. C'est vrai que ça fait beaucoup, surtout que les dépenses en fait, sont faites sur la base de 2017 et qu'en 2018, il y aura des économies d'énergie parce qu'on peut penser que la rénovation thermique de Montanglot apportera plutôt des économies en termes d'énergie qu'une augmentation des dépenses, même si le budget augmente. Sur ce poste-là, mais c'est vrai que les 11%, en fait, il faut le prendre de BP à BP. Sophie, attention à quelque chose. Il y a un poste dans les budgets que vous n'avez pas observé, puis que je ne vous ai pas souligné, c'est qu'on prévend souvent un virement d'une section à l'autre. Ce virement, il est fait ou il n'est pas fait. Quand il est prévu, vous le comptez, et c'est lui qui fait augmenter le chiffre. En apparence, c'est lui qui entraîne aux 6 230 000. Mais quand le virement n'est pas fait, on a un chiffre qui fait 300 000 € de moins, puisque là, en l'occurrence, ce virement était de 300 000, ce virement prévu était de 300 000 €. Alors, attention, quand on parle d'un virement qui était destiné à l'exercice suivant, à ne pas le considérer comme une augmentation de dépenses. Il faut le considérer comme un autofinancement disponible qui est consacré à l'année suivante. Autre question ? Je pense qu'il y a deux points importants. C'est qu'on voit sur le budget, les grandes lignes, on a 6 millions de dépenses de fonctionnement, 2 millions d'investissement. Ouais. Et quand on regarde ce poste, c'est quand même 75% sur du fonctionnement et sur lequel, comme vous l'avez dit, on n'a aucune marge de manœuvre parce que c'est des salaires, c'est de l'activité. Autant l'investissement, on peut diminuer, on peut faire de l'emprunt, on peut réétaler. Et quand on prend ces 6 millions, si on divise par rapport au nombre de foyers, ça fait presque des recettes à aller chercher de 4 000 € par foyer. Donc ça, c'est énorme. Et donc quand après on dit on va essayer d'intensifier un peu l'investissement, il faut aussi sécuriser notre fonctionnement et qui est très important. Alors on ne va pas revenir sur les strates, mais par rapport à nos strates en région parisienne, ce 6 millions par rapport au nombre d'habitants est déjà très élevé. Alors c'est vrai que sur l'investissement, on a peut-être un peu de marge de manœuvre, mais sur le fonctionnement, on est très limite. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un point de vigilance à mettre sur les dépenses de fonctionnement. Alors, deux remarques à ça. La première, je te donne entièrement raison, le fonctionnement, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu, parce qu'effectivement, il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas vraiment. Le meilleur exemple, c'est le salaire des fonctionnaires et surtout
le nombre de fonctionnaires, parce que quand dans une commune comme la nôtre, on a un fonctionnaire par fonction basique, il est difficile de serrer quelque chose. Donc ça c'est une vraie difficulté. Par contre, en ce qui concerne l'effet de fonctionnement, la ressource pour corriger le fonctionnement, elle est double. La première, c'est de virer des excédents plus vers le fonctionnement que vers l'investissement. Ça, on en discutera au moment du compte administratif. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ferait du moitié-moitié, par exemple, comme on a fait les autres années, et on part sur cette idée-là. Mais si véritablement on avait un problème de non-bouclage du compte de fonctionnement en 2018, avant de se précipiter vers une augmentation d'impôts, qui est finalement l'élément ultime qui permet d'ajuster les comptes de fonctionnement, c'est les impôts. Les impôts, c'est plus de 75%, enfin les impôts et dotations, plus de 75% de nos recettes. On jouerait sur les transferts d'excédents. Alors, c'est pour ça aussi, ça je l'ai dit à la commission et je le répète, c'est une pratique, toutes les communes n'ont pas la même, c'est la nôtre depuis une quinzaine d'années. Nous procédons aux augmentations d'impôts en début de mandat pour ne pas avoir à y toucher après. Ce qui veut dire que les premières années de mandat dégagent des excédents qui sont utilisés ensuite. Par contre, ces excédents vont en se réduisant tout au long du fil des années. Bon, je crois que je ne vais rien ajouter là-dessus. Oui, si. Simplement pour éviter comment dirais-je, des commentaires négatifs, inutiles et inappropriés, j'ai là-dessus, sur les années 2016 et 2017, la pression fiscale de toutes les communes du Val-de-Marne. Je ne vais pas la lire, mais je vais simplement vous dire une chose. Santeny est à une pression fiscale inférieure à 1, c'est pas la plus basse c'est Rungis, hein, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça depuis que j'ai ces tableaux-là, mais c'est la plus basse. Par contre, la plus élevée est de 1,29, c'est Villeneuve-le-Roi. Donc vous voyez que nous, on est à 0,95, je crois qu'on n'écrase pas nos habitants avec la pression fiscale. Donc, bien penser à ça, qui est un de nos guides en matière de gestion. Oui, c'est pire encore. Celui-ci, c'est 1,31. Je l'avais pas vu. Et sans faire un calcul, je pense qu'on doit être dans le bon tiers, si je dis. Ceci étant bien entendu tout à fait démontrable à qui on aurait la curiosité, je dis ça pour éviter que ne soient diffusées des informations qui ne seraient pas strictement exactes. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Oui, Hélène. Si l'acquisition de la poste, oui. Qu'en est-il de l'OAP qui frappe cette parcelle? Alors, l'OAP existe dans le PLU, pour le moment, on achète la poste avec un OAP associé. Donc ça veut dire que, vraisemblablement, s'il y a la police ou une maison médicale ou autre qui est installée à cet endroit-là, ça veut dire qu'au-dessus, on rajoute des étages. Non, on rajouter des étages, sûrement pas. S'il n'y a pas de permis de construire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de modification. Non, mais j'allais dire, on prendra les dispositions administratives idoines pour pouvoir y faire quelque chose qui ne sera probablement pas un ensemble social. Donc il n'y aura plus d'OAP. Elle sera déplacée. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, une autre question au sujet de la sécurité, parce qu'on n'a pas entendu parler là, dans les notes explicatives. Compte tenu de ce qui s'est passé récemment, où il y a une cellule de crise qui s'est réunie, avec des bonnes idées, tout ça, je n'avais pas vu passer de ligne qui concerne éventuellement des caméras de surveillance, alors que j'avais posé la question précédemment, il n'y a pas si longtemps que ça, et on m'avait dit que ça sera pour 2018. C'est pas moi qui ai dû vous le dire. Non, c'est pas vrai. Non, effectivement, la question de la sécurité est tout à fait pendante. On y réfléchit plutôt d'une autre manière.
c'est d'une meilleure utilisation des ASVP et d'une quasi-police municipale, le cas échéant, mais qui ne serait pas municipale, qui serait intercommunale. Je rencontre Madame le maire de Marolles cette semaine sur ce sujet-là. Elle l'a dit assez bien. Oui, tout à fait. Donc on travaille plutôt dans ce sens-là, sachant que la caméra, on en a, mais on en a vu les limites. Les limites étant qu'avec une caméra, on ne voit pas toujours grand-chose, sauf quand on a quelqu'un derrière un écran en permanence. Et ça, c'est un système sans doute très fiable, mais coûteux et pas simple à mettre en œuvre. Et puis que par ailleurs, c'est pas difficile de monter au mât de cocagne pour aller taper sur la caméra. Merci. Autre chose? Non? Bon, ben alors je vais vous proposer, je vais soumettre au vote le fait que vous agréez que nous ayons bien proposé un débat d'orientation budgétaire et que nous y ayons procédé ce soir. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non, merci. Donc nous pouvons passer à l'élément final de notre conseil municipal, à savoir le compte-rendu de la réunion du mois de décembre. Vous l'avez dans le dossier, tout le monde l'a lu, examiné. Y a-t-il des commentaires? Page 5, tout en haut, Monsieur Baud répond que par rapport au PLU, la densité est de 4 ou de 6 fois. Alors à propos de quoi on disait ça? À propos Pas vous de la disiez ça. densification, voilà. Alors le R, vous pourrez mettre serait, parce que c'est un calcul qui me serait, et par rapport à quoi? Donc 6 fois, soit par rapport à l'actuel. Et le 4 à 6, j'avais justement dit que s'il y a des commerces, ça permet de densifier un peu plus. C'est ce qui donne la marge de manœuvre par rapport à la densité. Alors qu'est-ce Donc, que... le R, c'est de mettre serait de 4 à 6 fois l'actuel, par exemple. Densité. Donc la densité serait de 4 à 6 fois. De Comme 4 c'est à votre 6, opération, c'est l'actuel. comme c'est votre observation, pardon, je ne ferai pas de commentaire, je vous ai répondu après en disant que ce ne serait pas raisonnable, et que ce ne sera pas ça. Mais bon, c'est ce que vous dites, ok. Non mais c'est pour ça que le serait par rapport à l'actuel. On va mettre le serait. Les commerces parce que c'est dans le PLU. Donc, Oui. et que s'il y a des commerces, ça permet de passer à 6 dans le calcul. Et on peut regarder le tableau ensemble si vous voulez, mais c'est faire un calcul. Voilà. Non, non, mais serait. Autre remarque? Oui. Monsieur le maire, j'ai fait 2 interventions, aucune de ces 2 interventions sont ramenées dans le compte rendu. À savoir, À savoir que j'ai fait une intervention concernant la convention SAF. la convention SAF, oui. Donc là, il n'y a rien. À quel endroit ça se situe et quel est le... Il n'y a rien du tout. Page 5, mais il n'y a rien du tout. Et rafraîchissez-moi les idées parce que... Écoutez, je pense que je donnerai le Ouais, le c'est plus papier. simple. Ouais. Enfin, à l'enregistrement, vous auriez dû l'avoir. Je suis surpris que les rapports des propos tenus par le conseil municipal soient rapportés et que les miennes ne soient pas rapportées. Si c'est un oubli de notre part, il sera corrigé. Oui, parce que là, ce qu'on a noté là, M. Bedu intervient pour faire lecture de la synthèse des conclusions et réflexions du groupe PS. Il informe notamment que la décision est importante et presque irréversible. Il rappelle les différents motifs pour ne pas la signer. Il ajoute que la convention est floue quant aux missions confiées au SAF C'est un 94. petit peu léger. C'est un tout petit peu léger. Ben, enrichis-la un peu si tu veux. Écoutez, ça On fait va une pas page- prendre, ça fait oui, une mais on page va recto justement, on va verso, pas donc prendre 2 pages dans un je compte pense rendu. que je méritais un petit peu mieux. Voilà. Entre Donc, autres, j'avais donné 5 motifs qui nous paraissaient importants pour ne pas signer cette convention, et les 5 motifs n'ont pas été rapportés. Eh bien, on va mentionner les 5 motifs. Enfin, mentionner les 5 motifs et le reste. Non, non, on va pas reprendre les 2 pages. Mais on va enrichir. Une synthèse de la synthèse. Autre remarque, Karen?
Moi, j'aimerais intervenir sur la dernière phrase de la page 8. Après l'intervention de Valérie, Madame Navette demande à Madame Valérie Léon-Sauterre, donc juste avant, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous rajoutiez, après que Madame Valérie Léon ait utilisé de façon insistante et répété le terme feuille de chou, d'ailleurs qui n'est aucunement dans le compte rendu, pour désigner la newsletter EPS à la place du terme publication, et ceci tout au long du conseil municipal. Exaspérée, Madame Navette lui a demandé de se taire, et en l'interrompant à plusieurs reprises, et de rajouter, elle lui a aussi rappelé qu'elle insultait les 40% de Centenois qui avaient voté pour le groupe EPS. Alors, je veux bien qu'on mette un commentaire sur la feuille de chou. Par contre, insulter les 40%, on n'insulte personne. C'est ce que je On s'y efforce en tous les cas. Étant donné que vous mettez du verbatim pour Madame Vélérimont, vous pouvez mettre mon verbatim. C'est pas vraiment du verbatim, hein, ça. Oui, c'est mon sujet même. C'est du verbatim très adapté, très adouci. En tout cas, Monsieur le maire, vous n'êtes aucunement intervenu et vous prenez un plaisir à l'écouter. C'est ce que je voulais simplement faire remarquer. Valérie pourrait vous dire que je ne prends pas toujours plaisir à l'écouter. Bon, ça c'est entre nous. Là, en tout cas, c'est ce qui apparaît. Bon, on va essayer de corriger un petit peu ça sur la feuille de chou en particulier. Un point aussi important, vous aviez dit que vous aviez été élu vice-président du SAF. Je ne l'ai pas vu noter. Ah oui, mais c'est pas récent ça. Hein. Non, mais dans le compte rendu. Oui. Dans le compte rendu, vous l'aviez. Vous voulez qu'on mentionne parce que je suis vice-président du SAF. Oui, je sais. Ça a été dit. Autre remarque? Bien. Non. Oui, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Simplement, je voulais revenir aussi sur la fin, sur les esprits faibles. Ce qualifié utilisé s'adressait. En fait, il a bien été dit, et ça s'adressait pas. Ça s'adressait aux habitants de Santine. Si on reprend le verbatim ou le sonore. Ben là, il est précisé que ça ne s'adresse pas aux habitants de Santine. Ben si, ça s'adresse aux forcément à quelques habitants. Non, ça s'adresse aux habitants de Santine. Je peux vous faire écouter la vidéo ou vous lire ce qui a été dit. Je peux vous le lire si vous voulez. Est-ce que je peux Pour les préciser électeurs. ma pensée? Alors précise ta pensée. Alors je vais juste préciser ma Tu as le pensée. droit de parce demander que- une modif du compte rendu Non, aussi. non, non, hein. c'est pas ça. C'est que je voulais, je crois, dans un esprit apaisé, effectivement éviter les susceptibilités des groupes EPS, mais je le dis ici, que ce soit entendu, noté, etc., que bien évidemment, les esprits faibles s'adressaient à tous les membres du groupe EPS, faible en raisonnement, incapable de comprendre, faible en orthographe. Parfait. Je reviens Non, sur non, l'interprétation. non, Il y a monsieur le plusieurs maire, fautes d'orthographe dans ce C'est scandaleux, monsieur le maire. On C'est scandaleux. Madame Meilleur Billon, c'est scandaleux. Vous représentez exactement ce que les On centraux va ne pas veulent pas commencer entendre. À le... chaque Si vous fois, êtes Moi, j'en ai vraiment marre de me faire vous insulter. faites des effets de manche. devant vos écrits, Il ne faut pas semer le doute non plus dans l'esprit des gens, inutilement. Ah ben la démocratie, c'est justement de Mais se non, mettre mais à on a l'écoute. dit Ah, que non, vous s'il vous avez plaît. propos dans une lettre. S'il vous plaît. Vous avez On va le bulletin pas municipal, repartir dans un- expliquez ce que vous souhaitez. Et nous, on a la newsletter. Mais c'est bien évident. Vous n'avez pas attends, Jean-Luc c'est Pavillon, scandaleux. je me sens. Oui, mais attends, Valérie, dans Un meilleur le bulletin bilan, on fera une municipal, newsletter. vous ne nous critiquez pas. Et Et nous, nous, que je n'ai on aucune utilise leçon à la recevoir newsletter de vous. pour passer Voilà. nos idées. Bon. C'était juste pour vous effets de manche, vous ne savez rien faire d'autre. Bon, je suppose que vous n'approuverez pas le compte Non, rendu. non. Bien. Oui, Donc, vas-y, simplement, Eric. j'en reviens aux données factuelles, les choses qui sont dites, c'est enregistré, c'est écrit. C'est simplement, je ne veux pas qu'on en rajoute, mais simplement qu'on l'écrive, ce qui a été dit, Pas du simplement. tout. Les esprits faibles, je ne Je voulais peux pas dire, vous nommer, mais dorénavant je le fais. Et je vois que l'effet produit. Mais non, mais à ce moment-là, on va dire c'est mensonge. Si une On chose a- est dite, autant l'écrire. S'il vous plaît, on n'est pas là pour un débat de personne. Bien sûr. On est là pour un débat d'idées. Tout à fait. On peut considérer,
excusez-moi, vous avez le droit de considérer qu'on dit des conneries et on a le droit de penser que vous aussi. Bon, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pas vous, Alors, Eric, ou vous, Karen. Moi, monsieur le maire, je voulais quand même rappeler quelque chose pour être constructif. Je suis allée, Valérie s'en souvient, on est allés ensemble à une réunion de crise avec Lionel Garnier et il y avait certaines personnes étaient là. On a tous participé, on a donné des idées, il y avait Sénabou et Valérie, moi je te dis franchement ce qui m'a énervé, pourtant on est en commission très rarement ensemble, même jamais je crois puisque je fais partie de la commission jeunesse. Et Valérie s'est adressée à Sénabou et à moi, vous étiez présents, vous pouvez peut-être vous en souvenir. Elle nous a demandé qu'est-ce que vous faites là, qui représentez-vous? Aucunement. Aucunement. J'ai demandé est-ce que vous vous exprimez Valérie, ou est-ce que vous représentiez EPS puisqu'il n'y avait personne d'autre que vous. Mais c'était désobligeant. À chaque fois, non, mais. Valérie et Karen, si vous il n'y avait permettez. qu'un but, c'était que de tacler les gens et de les mettre. Enfin, franchement, c'est son objectif à chaque fois. Et moi, je ne viens jamais en commission dans le but d'écraser les autres. Je viens justement pour apporter mes idées. Et c'est ce qu'apprécie Lionel. On en a souvent parlé avec même Martine. Et l'objectif de Valérie, c'est à chaque fois de nous descendre. Alors c'est tout. Moi c'est pour ça que ça m'a énervé la dernière fois. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle l'a déjà fait au mois de décembre. Vous n'avez rien dit. Elle l'a refait au mois de novembre. On est tous restés d'ailleurs, tous à écouter. On n'a pas compris ce qui nous arrivait. Et elle a recommencé. Et vous la soutenez. Alors. Et c'est ça qu'on ne supporte pas. En tout cas, moi. J'ai compris. Je viens pas au conseil c'est pas très municipal, facile de maintenir la police dans un conseil municipal, vous le constaterez vous-même. Je vais simplement faire deux choses là, si vous permettez. La première, je vais vous demander de voter sur le compte-rendu pour pouvoir clore le conseil municipal, ce qui nous permet éventuellement d'échanger d'une façon différente. Qui s'oppose à l'adoption du compte-rendu? J'imagine. Qui s'abstient? Personne? Ok. Donc le conseil municipal est clos.